chers internautes, sur votre chaîne préférée, Prince Gangou TV. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons invité le chercheur Kefa. Avec lui, on va faire la synthèse de tout ce que nous avons vu la fois passée, c'est-à-dire sur la marche de l'enfant, sur la conscience morale et sur l'âge du questionnement. Bonjour, chercheur Kefa. Bonjour, maman Chantal. Avec toi, nous allons voir la synthèse de tout ce que nous avons vu la fois passée. Sur votre demande, nous allons faire la synthèse de ce que nous avons vu la fois passée. Chercheur Kefa, à vous la parole. Bien, effectivement, la demande des internautes a été fondée parce que les questions scientifiques, les notions scientifiques, en lingala, parfois nous n'avons pas les mots qui peuvent exprimer exactement ce que nous voulons dire en français. Okay. Alors, c'est comme ça que je vais rapidement brosser la synthèse de ce que nous avons déjà dit en ce qui concerne la croissance des enfants, pour aider nos parents et les éducateurs à mieux comprendre ce que nous disons. Eh bien, nous avons expliqué la fois passée que nous faisons des recherches sur la croissance ou le développement de l'enfant. Et ce que nous entendons par enfant, nous entendons par enfant une personne immature. Ok, une personne immature. C'est-à-dire de 0 à pratiquement 18 ans ou disons 0 à 24 ans. Évidemment, dans l'étude de la croissance des enfants, il y a plusieurs écoles. Mais, quelle que soit l'école, on étudie l'enfant la croissance de l'enfant par étapes. Ok. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons préféré prendre la classification ou bien la façon dont le philosophe Comenius a expliqué le développement de l'enfant. Comenius est un philosophe de Moravie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait autrefois la Tchécoslovaquie. C'est un philosophe qui a existé dans les années 1592. De son vrai nom, il est né Jan Amos Monkowski. Donc, c'est un philosophe appelé communément Comenius. Lui distingue 4 stades de développement. Lui, quand il étudie l'enfant, il définit 4 stades. Le premier stade, c'est de 0 à 6 ans, qu'il appelle la petite enfance. De 0 donc à 6 ans. À ce stade-là, l'enfant est tourné vers les sens internes. Alors que le deuxième stade, lui, là, il parle de l'enfance, qui appelle aussi puerita, pratiquement en latin, qui va de 12 à 18 ans. Ok. Et finalement, le troisième stade, il parle de l'adolescence ou adolescentia, qui va de 12 à 18 ans. Et enfin, la jeunesse ou juventus, qui va de 18 à 24 ans. Alors, le premier stade, comme je l'ai dit, c'est toujours le premier et le deuxième stade, ce sont des stades de sens. Dans l'un, c'est les sens internes, dans l'autre, c'est les sens, l'éveil des sens qui se manifestent chez l'enfant.
Alors que le troisième stade, qui est le stade de l'adolescence, là, c'est le stade de raisonnement, Ok. ou l'entendement de la volonté. Alors que le dernier stade, d'après Comenius, c'est le stade de l'adolescence, qui va de 18 à 24 ans. C'est le stade pratiquement de l'entendement pur, qui est un stade pratiquement de liberté. C'est un stade souvent très très Compliqué. difficile pour les enfants, Ok. pour les parents, parce que l'enfant ressent les besoins de liberté, les besoins d'indépendance. Et c'est pour cela que l'attention des enfants, l'attention des parents doit être vraiment très soutenue à ce niveau-là. Mais nous n'avons pas encore abordé chacun de ces stades comme il faut. Nous avons pris quelques éléments parce que ce que nous faisons, ce n'est pas un cours académique que nous voulons faire, mais nous voulons seulement attirer l'attention des parents sur certains faits qui sont réels et qui sont très importants et auxquels auxquels plutôt les parents doivent attirer leur attention pour mieux assurer la croissance et le développement de leurs enfants. Et dans ce contexte, nous avons d'abord considéré le sommeil. Ok. Dans notre première émission, nous avons expliqué que le sommeil est très important pour les enfants, surtout dans la première enfance. Ok. Le sommeil est très important parce que en psychologie, on parle de stades, de périodes de latence et de périodes sensibles. Ce sont des périodes au cours desquelles les enfants acquièrent de nouvelles acquisitions. Quelles acquisitions? Ça peut être des acquisitions mentales, ça peut être des acquisitions motrices, des acquisitions physiques. Ça peut être au niveau de la mémoire, au niveau de la pensée, ça peut être au niveau du développement moteur, des mouvements des enfants. Donc, en tout cas, sur tous les niveaux, l'enfant acquiert de nouvelles acquisitions. C'est au travers de ces périodes de latence et périodes qu'on appelle périodes sensibles. Alors, maintenant, c'est pendant le sommeil que souvent les enfants acquièrent ces nouvelles acquisitions et les maîtrisent. D'où les chercheurs, les scientifiques disent que à ce stade-là, il faut que les enfants puissent avoir par jour un minimum de 8 heures de sommeil. 8 heures de sommeil par jour. Alors, c'est comme ça que je suis parfois étonné de voir que dans la cité, il y a des enfants de 3 ans, des enfants de 2 ans, des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous le voyez à 23 heures, ils sont encore dehors. Même les enfants de 10 ans, qu'est-ce qu'ils font dehors à 20 heures, à 23 heures, à 24 heures, ils sont dehors. Et même il y en a qu'on voit dehors parce que un parent ou bien un parent l'a envoyé pour aller chercher du pain ou aller chercher, je ne sais pas, une ampoule. Non. À cette heure-là, les enfants sont supposés être au lit. Vraiment. Oui. Donc, il faut que les parents, ça j'insiste, il faut que les parents veillent à ce que les enfants soient au lit, en tout cas, surtout les enfants de la première enfance, 0 à 6 ans. Il faut qu'au plus tard, à 19 h, en tout cas, ils soient au lit. Parce qu'on suppose que quand l'enfant dort, par exemple, à 19 h, jusqu'à 4 h, 5 h, il a au moins totalisé 8 heures. Et surtout, quand l'enfant est dans un sommeil profond, c'est ce qui est d'abord recommandé. Vous voyez, c'est ça qui est recommandé. Donc, j'insiste sur le fait que les parents et les éducateurs, en général, puissent veiller à ce que
les enfants dorment profondément, dorment bien. Il faut qu'ils mettent tous les moyens nécessaires, qu'ils mettent l'enfant dans un environnement tel que l'enfant puisse dormir profondément, que son sommeil ne soit pas perturbé. Ok, merci. C'était ça la première chose. Merci, chercheur Kefa. Mais vraiment, il est vraiment défendu aux parents. Et les parents qui partent à la veille de prière, des milieux de deuil avec les enfants de moins de 10 ans, je peux dire même au moins de 20 ans, c'est déconseillé. Il faut que l'enfant dorme suffisamment. Le deuxième point, la marche de l'enfant. Oui. Le deuxième point que nous avions abordé, c'était la marche de l'enfant. Oui. Beaucoup de parents, nous avons observé que beaucoup de parents perdaient leur temps à entraîner les enfants dans ce que nous appelons la kinésithérapie des pieds. Oui. Ou parfois les enfants mettent sur les bassins, les bassins qu'ils utilisent pour les laver leurs enfants, ils mettent des os, ça ne sais pas moi, les os des singes, des chimpanzés, ou les os des chimpanzés, ou bien les os des lions, ou les os des léopards, ou les os de certains poissons, soit disant que quand on lave l'enfant avec les os il sera fort. Cet enfant va marcher vite, bien il sera fort, ou il ne va pas traîner pour marcher, il va donc traverser vite, il va acquérir vite la marche. Ou bien parfois les parents prennent beaucoup de trucs, ou je ne sais pas moi, des choses pour que l'enfant marche vite. Alors les parents s'éprouvent beaucoup pour ça. Et quand l'enfant traîne à marcher, alors on accuse les sorciers, on dit ceci, cela, oh Mami Wata ou bien sirène. Alors, tout ça, ce ne sont que des spéculations. Mais, scientifiquement, nous avons expliqué aux parents que la marche de l'enfant ne dépend pas des eaux que vous mettez. Les eaux que vous mettez dans l'eau pour laver votre enfant n'ont aucune influence sur sa marche. La marche de l'enfant est fonction de la maturation de son système nerveux encéphalique, du centre nerveux encéphalique. Quand le centre nerveux encéphalique arrive à maturité, automatiquement l'enfant va marcher. Donc, maintenant, pour que le centre nerveux encéphalique puisse arriver à maturité, nous avons dit qu'il était bon aux parents de veiller à l'alimentation que nous donnons à nos enfants. Même nous-mêmes les adultes, nous devons veiller à notre alimentation. Alors, l'alimentation, les spécialistes en nutrition disent qu'il faut donner aux enfants, et nous-mêmes les parents, n'importe quel individu a besoin d'une alimentation équilibrée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on entend par alimentation équilibrée? Eh bien, les spécialistes disent que c'est une alimentation dans laquelle nous avons des éléments protecteurs, des éléments de croissance et des éléments énergétiques. Alors, peut-être vous pouvez demander qu'est-ce que vous entendez par éléments protecteurs énergétiques ou de croissance. Eh bien, les nutritionnistes disent que dans l'histoire comme la viande, les œufs, vous avez des éléments de croissance. Dans l'histoire comme les fruits, vous avez les éléments protecteurs. Dans les histoires comme le riz, du pain, vous avez les éléments énergétiques. C'est comme ça qu'un nutritionniste me dit tout le temps, souvent que si par exemple tu prends un lait bien concentré là, tu peux ensuite avaler du sable, il n'y aura pas de problème. Parce qu'il estime que dans les laits, vous avez tous les éléments nutritifs nécessaires. Alors maintenant, le sable va mettre comme un peu d'énergie. Bon, ça, ce n'est que une parenthèse. Ok, chercheur, vous avez très bien parlé. Alors, on peut dire que la marche de l'enfant dépend aussi de la nourriture qu'on donne à l'enfant.
Parce que ça influence oui. la maturation de votre système nerveux encéphalique. Parce que nous avons dit que Oui. la marche, les mouvements sont commandés par les centres nerveux encéphaliques. Alors maintenant, quand ce n'est pas encore mature, alors l'enfant ne peut pas marcher. Regarde maman Chantal. Quand quelqu'un, je vais donner un exemple pour montrer que la marche n'est pas commandée par le fait les os qu'on met os. dans l'eau. Regardez, oui. un adulte, même toi-même comme tu es là, si tu prends 3, 4 Doppel ou bien 5 Turbo, tu vas marcher correctement? Non. Non. Ah. Je veux marcher en titubant. Voilà. Je serai ivre. Pourquoi tu vas tituber? Parce que justement, l'alcool va inhiber, va attaquer votre centre nerveux encéphalique. C'est comme cela que vous n'aurez plus le contrôle de vos mouvements. Okay. De vos mouvements. Donc, la marche est contrôlée par les centres nerveux encéphaliques. Ok. En tout cas, chercheurs, que Dieu vous bénisse. Vous parlez très bien et puis vous êtes vraiment convaincants. Pour le troisième point, nous avons vu la conscience morale et l'âge du questionnement. Qu'entendez-vous parler de la conscience morale et de l'âge du questionnement de l'enfant? Oui, la conscience morale, nous avions dit que à partir d'une année et demie et 2 ans, l'enfant arrive au stade de la conscience morale, c'est-à-dire l'enfant maintenant arrive à distinguer les biens et le mal. C'est ça, la conscience morale. L'enfant arrive maintenant à distinguer. Maintenant, avant une année, en général, l'enfant ne connaît pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est comme ça que l'enfant pisse dans son pantalon. L'enfant peut déféquer dans son pantalon. L'enfant peut prendre du feu, il met sur votre tête, parce qu'il ne connaît pas que c'est un mal. Comprenez? L'enfant peut faire des gaz devant tout le monde et il en fait une chanson parce qu'il considère qu'il n'y a pas de mal là-dessus. Donc, maintenant, avant une année, si vous tapez sur l'enfant parce qu'il a fait quoi que ce soit, en réalité, vous n'avez fait que commettre un péché parce que vous voulez forcer la nature de l'enfant. Mais c'est plutôt à partir d'une année et demie, jusqu'à vers 2 ans, remarquez, maman Chantal, que les âges que je donne là, ce n'est qu'approximatif. Parce que chaque enfant a un développement particulier. Parce qu'il y a un principe qui dit que chaque individu est un exemplaire unique au monde. Chaque individu est un exemplaire unique au monde. Cher internaute. Donc, vous ne pouvez pas généraliser que tout le monde peut marcher à tel âge ou tout le monde peut avoir la conscience morale à tel âge. Non. Non, ça ne marchera pas. Mais toujours, ce que j'ai dit, c'est que ces âges que nous donnons, c'est à peu près. On a considéré que 50% d'enfants arrivaient à cette conscience morale à cet âge-là. C'est comme ça que nous donnons ces âges de façon approximative. Donc, l'enfant acquiert cette conscience morale à cet âge-là. Par conséquent, quelle est la conséquence de cela, maman Chantal? Ça signifie quoi? Quand l'enfant arrive à cet âge-là, les parents et les éducateurs doivent veiller à ce que chaque faute que l'enfant commet soit corrigée. Il faut corriger chaque faute que l'enfant commet pour l'amener à comprendre que, ceci est mauvais, ceci est bien. À partir d'une année et demie. Voilà. Ok. Corriger une année et demie jusqu'à vers les 2 ans. Corriger chaque enfant, chaque faute, chaque chose que l'enfant fait mal. Corriger ça. Par une punition ou bien par un fessé? Non, est-ce que vous, quand vous commettez une faute, on doit vous donner une fessée? Corriger d'abord. Quand l'enfant, par exemple, prenons par exemple, il prend la fourchette. Au lieu de prendre il prend la manche, hein, pour commencer à prendre la nourriture. Vous n'allez pas les taper. Vous lui montrez que non, la manche est pour toucher, tandis que l'autre partie, c'est pour mettre dans l'assiette. Donc, montrez-lui, en lui disant, ou en lui montrant, concrètement, ce qu'il faut faire. Okay. Comprenez? Si l'enfant pisse dans les pantalons, montrez-lui qu'on ne pisse pas dans les pantalons, qu'il doit enlever son pantalon. Comprenez? Donc, montrez-lui. Vous ne recourez à la sanction que si l'enfant s'entête.
Comprenez? Vous recourez à la sanction si l'enfant en tête pour les dissuader. Vous comprenez? Alors, quand je dis recourir à la sanction, ça ne signifie pas frapper. Frapper, prendre un grand fouet non, non. Pour un enfant d'une année et demie. Non. Ce n'est pas ça que je dis. Parce que, n'oubliez pas, maman Chantal, j'ai toujours répété ça, que la violence faite aux enfants est une infraction devant la loi. Donc, chaque fois que vous frappez un enfant, c'est une violence que vous portez contre un enfant. C'est aussi un péché. Alors, donc, il ne faut pas violenter l'enfant. Corriger correctement, montrer-lui ce qu'il y a de bien à faire, en lui parlant ou en lui montrant par l'acte. C'est comme ça que l'enfant va arriver petit à petit à comprendre. Puisque chaque faute que vous ne corrigez pas, l'enfant va considérer que c'est ça qui est bien qu'il faut faire. Vous comprenez? Et je vous ai dit la fois passée, je vous ai montré, je crois, un livre que j'avais qui est intitulé « Tout se passe avant 4 ans ». Dans ce livre-là, un scientifique démontre que la plupart des acquis que nous recevons de la société, nous les recevons les 4 premières années. Oui, oui. Comprenez? Oui. Alors, c'est comme ça que c'est bien à cet âge-là que vous puissiez avoir votre enfant. Si vous voulez que votre enfant soit vous-même tout craché, hein, maman Chantal, il faut les garder à cet âge-là, les 4 premières années. Comme ça, il va recevoir votre propre éducation. Donc, vous comprenez, maman Chantal? Donc, la conscience morale, c'est l'âge où l'enfant arrive à distinguer les biens et les mal. Et c'est là que vous, les parents, vous devez tout faire pour vous comporter correctement, parce qu'il y a aussi l'imitation de l'enfant qui intervient à cet âge-là aussi. L'enfant imite. Comprenez? D'où, comportez-vous bien, comme ça, l'enfant va imiter ce que vous faites, l'enfant va faire ce que vous faites bien, et ça va aller. Ensuite, toujours à la même... quand nous avons abordé cette question, nous avons encore parlé de l'âge du questionnement. Oui. Voilà. C'est la période, toujours quand vous quittez les 2 ans, 2 ans et demi vers les 3 ans, l'enfant arrive maintenant à l'âge du questionnaire. C'est-à-dire l'enfant, de temps en temps, vous pose des questions. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Oui. Bon, de tout le temps, parfois, tout le temps, il vous pose des questions. Alors, c'est un âge aussi très, très important. Parce que l'enfant veut connaître. L'enfant veut montrer, pour sa curiosité, il veut connaître le monde. Oui. Voyez? Alors, chaque question qu'il pose, il faut répondre. Alors, je disais à cette occasion aux parents que parfois les parents, sous prétexte qu'il est occupé à préparer, ou bien à faire des foufous, ou bien à préparer, ils grondent l'enfant parce qu'il pose des questions. Il ne faut jamais faire ça. Évitez de gronder l'enfant qui pose la question. Chaque fois que l'enfant vous pose une question, répondez. Évidemment, maman Chantal, j'ai dit que la réponse que l'enfant demande ou que l'enfant veut avoir, ce n'est pas nécessairement une réponse scientifique. Donnez-lui une réponse qui peut le satisfaire. Ok. C'est tout. Okay. Il ne demande pas une réponse scientifique. Il demande seulement une réponse. Donnez-lui seulement une réponse qui peut le satisfaire simplement. Une réponse qui prouve que vous intéressez voilà. à lui. Ah, ok. En tout cas, chercheur Kefa, vous avez très bien parlé sur ces sujets. Vous nous avez fait la synthèse de tout ce que nous avons vu la fois passée sur demande de nos internautes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. J'aimerais que vous dites un mot de la fin, une synthèse dans la synthèse de ce que nous avons vu. Bien, maman Chantal. Donc, j'aimerais encore souligner le fait que l'enfant, c'est une personne immature, comme je l'ai dit au départ. Comme c'est une personne immature, il faut que les adultes puissent l'aider, puissent attirer leur attention sur l'enfant pour l'aider à acquérir une croissance normale, pour l'aider à connaître
un développement harmonieux. Alors, les 3 éléments que nous venons d'énumérer là, aider, mettre les enfants dans un environnement tel qu'ils puissent dormir profondément, qu'ils puissent avoir un sommeil agréable, un sommeil de paix, est une recommandation des scientifiques, est une recommandation des psychologues, est une recommandation de tout spécialiste sur des questions des enfants. Il faut que les parents veillent à ce qu'ils puissent donner aux enfants la possibilité de dormir profondément. Deuxièmement, j'encourage les parents à attirer l'attention sur cette période de conscience morale des enfants et du questionnement, et s'intéresser beaucoup parce que ce sont des périodes très importantes au cours desquelles les enfants acquièrent beaucoup de choses qui vont faire d'eux demain, que ce soit à l'école, des enfants éveillés, des enfants curieux, des enfants qui seront utiles dans la société. Parce que, regardez, l'enfant auquel vous n'avez pas répondu aux questions, auquel vous avez toujours grondé, vous allez faire de lui intimide, il va à l'école, quand le maître pose des questions, le maître parle, lui il regarde seulement, parce qu'il a peur de poser des questions, parce qu'on risque de les gronder. Parce qu'à la maison, c'est ce qui s'est fait. Les parents les grondent. Donc il faut que les parents veillent à cela. Chaque question que l'enfant pose, répondez calmement et simplement. Ne demandez même pas trop d'explications scientifiques. L'enfant n'a même pas besoin d'explications. L'enfant seulement a besoin d'une réponse qui puisse le satisfaire. Et chaque faute qu'il commet, ne tapez pas sur l'enfant. Montrez-lui qu'est-ce qu'il y a de bien qu'il faut faire, qu'il voie cela. Ou dites-lui ce qu'il doit faire de bien, simplement et correctement. Ensuite, retenez aussi que vous n'avez pas besoin d'acheter des os de chimpanzés, d'acheter des os de lions, ou d'acheter des os de nina, ou des poissons, on ne sait pas quoi, de léopards, pour laver votre enfant avec. Non! Donnez à votre enfant l'alimentation équilibrée pour que sa croissance soit bonne et que son centre nerveux encéphalique puisse arriver à maturité à temps. Vous allez voir que, puisque la marche de l'enfant est fonction de la maturité de son centre nerveux encéphalique, vous allez voir que l'enfant marchera automatiquement. Et j'aimerais aussi rappeler, ça j'allais oublier, j'aimerais aussi rappeler que la croissance de l'enfant, le développement de l'enfant dépend des 3 facteurs essentiels qui sont l'hérédité, c'est-à-dire l'atavisme, et puis les milieux, et puis l'exercice. Donc, le développement de l'enfant, quel qu'il soit, dépend de ça. L'hérédité, c'est ce que l'enfant a acquis de ses parents, ses arrière-parents, tout ce qu'il a acquis. En d'autres termes, un enfant dont les parents est, par exemple, idiot, un enfant dont les parents sont idiots, il est possible que cet enfant soit né idiot. Alors, vous allez faire tous les efforts que vous voudrez. Puisqu'il est idiot, il a les gènes d'idiotie de ses parents, il restera toujours idiot. Vous ne pourrez rien. Par contre, un enfant peut acquérir de ses parents, il a des enfants très intelligents, il acquiert aussi cette intelligence de ses parents, et l'enfant va être intelligent. Ça, c'est l'hérédité. Les milieux. Derrière le temps, vraiment, chercheur Kefa. Les milieux, même si votre enfant est intelligent, mais vous l'avez mis dans un milieu où les gens ne sont pas intelligents. Un milieu des illettrés. Des gens abrutis. Des abrutis. Alors, n'attendez pas que cet enfant puisse être un brillant. Et enfin, l'exercice. Maman Chantal, vous voulez bien que votre enfant marche, mais vous avez peur de mettre votre enfant sur le sol parce que vous ne voulez pas que votre enfant soit sali, vous ne voulez pas que votre enfant touche la saleté, vous le portez toujours, mais vous voulez que l'enfant marche comment? Vous voulez qu'il marche par miracle? Laissez-les par terre, laissez-les marcher. C'est ça l'exercice. Voilà, il faut que l'enfant s'exerce à marcher et il arrivera à marcher.
Merci beaucoup, merci cher Kefa, chers internautes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre temps. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons notre directeur, Papa Prince Gangou. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa femme. Ciao, à la prochaine.